Comme j'ai dit, c'était pour moi une vraie expérience, et pas anthropologique, mais humaine, dans un certain sens. Parce que oui, j'apprenais l'anthropologie, mais la chose les perturbait, évidemment, que leur vie, cette maîtrise que certaines personnes plus âgées avaient acquis, ne valait plus rien. Ça comptait plus rien pour eux, parce que c'était plus le monde dans lequel, qui valorisait ce genre de connaissances, puis de ce genre de savoir. Donc, soudainement, d'un jour à l'autre, essentiellement, l'espace de quelques années, une personne qui était, on va dire, je ne vais pas exagérer, mais on va dire un dieu chez lui, là, dans un certain sens, maître de son univers, était devenu un enfant psychologique. Et justement, une fois, j'ai pris un avion avec le chef. On a débarqué à une autre ville où j'avais mon Jeep, un véhicule, Jeep. Puis je devais l'emmener. J'ai dit, je vais t'emmener en ville. Puis il y avait un rendez-vous à Prince George, au ministère des Affaires indiennes. C'est 130 km de distance. J'ai dit, je vais t'emmener, bien sûr. Alors on embarque dans le Jeep. Puis là, on arrive à 20 km à peu près de Prince George. J'ai dit, mais écoute, il n'y a pas de radio, tu n'as pas téléphoné. Il n'y avait aucun moyen de communiquer de où on était parti à Fort Ware. Il dit, est-ce qu'ils savent que tu es arrivé? Il dit, non, ils ne savent pas, mais c'était programmé que je devais arriver entre le jour 22 puis le jour 24. Oui, mais peut-être ils sont partis, peut-être la personne contact n'est pas là. Pourquoi on ne téléphone pas? Tu as un numéro de téléphone qu'ils t'ont donné? Oui. Alors, OK. Je conduis, on arrive, cabine téléphonique. Ah, cabine téléphonique, 15 km de la ville. J'ai dit, c'est parfait, c'est local. Va téléphoner pour dire, annonce-lui qu'on va arriver dans une demi-heure, peut-être, OK, si ça lui convient. Il dit, OK, il débarque. OK, il débarque, il va dans la cabane téléphonique, puis là, je fumais à l'époque, j'allume une cigarette, je suis en train de fumer, je l'attends, puis là, je regarde, il est debout dans la cabine téléphonique, puis il fait rien. Le téléphone est encore accroché. Alors, je sors, je dis, What are you doing? He says, I don't know how to use this. Il n'avait jamais utilisé un téléphone dans sa vie. Et ça, c'était un homme que je respectais énormément. Pour dire l'écart qui nous séparait dans un certain sens, c'est l'écart qui séparait lui dans les deux mondes où il était obligé de vivre. Dans sa maison, chez lui, il était comme un dieu pour moi. Il était, tu sais, ça, c'était le bonhomme qui avait démonté la motoneige, tu comprends? Un bonhomme que je respectais énormément, que j'admirais même. Il est marié avec une femme que j'admirais aussi, avec des enfants gentils. Un homme compétent dans tous les sens du mot. Donc, il était respecté par ses amis, il était tranquille, il était humble, il était un super chasseur. Et là, le voilà bloqué, impuissant, comme un enfant de 5 ans, incapable d'utiliser un téléphone. Je lui avais même donné le 25, c'est 10 sous, je pense, à l'époque, mais j'avais donné même la pièce de monnaie parce qu'il n'y avait pas de monnaie sur lui. Puis il ne savait pas comment téléphoner, utiliser un téléphone. C'est rotary dial. Enfin, donc j'ai composé le numéro pour lui, puis je me sentais mal parce que j'ai réalisé que c'était moi qui l'avais mis en embarras par inadvertance, en insistant qu'il téléphone, puis il ne savait pas téléphoner. C'est pour ça qu'il n'avait pas téléphoné, parce qu'il ne voulait pas, parce que le nouveau monde, Brave New World, dans lequel il était obligé de vivre, évidemment, les exposait à toutes sortes de, non seulement des insultes, ben, je dirais des lacunes dans leur connaissance, où leur connaissance n'était plus valorisée, n'était plus utile, mais des insultes. Même par inadvertance, je l'avais insulté, ce monsieur, tu comprends? Puis ça, il subissait ça 100 fois par jour. Ben, pas par jour, 100 fois par jour, ben, continuellement. Des Blancs qui disaient que, oh, on t'admire tellement, oh, que vous êtes bien à vivre ici. Tu sais, on vit ici, c'est notre monde. Puis une fois, par exemple, un bonhomme m'a dit, tu sais, dit, je comprends pas, vous, les Blancs. Il dit, les Blancs débarquent ici, vous êtes habillés en guenilles. Il dit, nous, on est habillés en guenilles. Mais nous, c'est parce qu'on travaille dans le bois, puis on est pauvre à part de ça. Tu sais, on est obligé de travailler dans le guenille parce que quand on va boucher un animal, on va se couvrir, puis on se salit, puis on se lave, puis on se salit. Bien, on n'a pas des beaux vêtements. Mais vous, vous avez des beaux vêtements. Alors pourquoi vous habillez pas dans vos beaux vêtements quand vous venez chez nous? Vous habillez dans vos guenilles pour être chez nous. C'est insultant. Je dis, oui, en fait, vous avez raison. Et là, en fait, j'avais une barbe à l'époque. Je me suis rasé immédiatement la barbe et j'ai fait tous les efforts du monde pour me raser tous les jours pour montrer que je voulais les respecter, que je faisais des efforts pour être le mieux que je puisse être parce qu'ils méritaient, donc, que les personnes les respectaient.
Puis en fait, j'ai jamais eu de problème avec les groupes. Ça, c'est un groupe extrêmement violent aussi. Le groupe, comme j'avais mentionné avant dans notre conversation, énormément d'homicides, énormément de viols, énormément de, alcoolisme. Il y avait des grands problèmes dans ce groupe. Moi, j'ai jamais eu de problème. Et je n'étais pas armé non plus. Je refusais d'avoir un fusil dans ces conditions-là. On me disait, prends-toi un fusil, mais moi, je savais qu'il y avait des circonstances dans lesquelles il y avait des explosions de violence où si j'avais eu un fusil, j'aurais été mis à l'épreuve par quelqu'un. Avec eux, ils avaient des fusils, bien sûr. Parfois, qui disaient, certaines personnes, disaient, maudit homme blanc en anglais, goddamn white man, you think you can come here. C'était mes amis, parfois. Pas très amis, mais des personnes que je connaissais. Mes amis ne disaient jamais ça. Mais certaines personnes le disaient, puis ils avaient raison. Tu sais, quand quelqu'un me disait comme ça, fucking whites, you stole our country, quand ils étaient saouls, ils avaient raison. Dans l'espace d'une quinzaine d'années, c'était complètement changé de blanc en noir pour eux. Et il n'y avait pas de futur pour eux. Ils le savaient, qu'ils étaient en voie d'extinction. Alors, j'avais pas de rétorque à dire, I'm here to save you by giving you knowledge, il n'y avait rien que je pouvais dire pour les expliquer et justifier ma présence et aussi la présence des Blancs. T'sais, je me sentais pas, obligé d'excuser toute la race des Blancs. C'était pas mon métier ni mon rôle, mais c'était certain que c'était difficile. Et comme j'ai dit, j'avais déjà rencontré des Autochtones parce que j'avais fait un projet de recherche de 2 mois préliminaire, on pourrait dire, avec les peaux de lièvre, vulgairement parlant. Ils ont un autre nom pour eux-mêmes. Mais quelqu'un avait approché un anthropologue que je connaissais disant, mais on veut un anthropologue qui vienne chez nous pour documenter certaines choses. Et cette personne a demandé à moi. J'ai dit oui, je vais aller 2 mois d'aventure dans le bois au nord du cercle arctique sur le fleuve Mackenzie dans un camp de chasse. Wow! Parfait. J'avais 23 ans. C'est parfait. Je prends l'avion, Edmonton, je prends un avion, c'était Pacific Western Airlines, je me rappelle, qui débarque à Norman Wells. C'est pas important, c'était une ville, c'est encore toujours une ville d'explorateurs, de blancs qui a été construite, Wells, des puits de pétrole. Et là, je prends un petit avion, je me transfère un petit avion qui arrive à un endroit qui s'appelle Fort Good Hope. C'était la communauté, on pourrait dire, où habitaient ces peaux de lièvre, une communauté que les Blancs, essentiellement, avaient construite. Je suis rencontré à l'aéroport par le monsieur, il dit « Are you? » Je dis « Yeah. » Il dit « Hi, hop on. » J'embarque sur un traîneau qui est traîné par une motoneige. On est en hiver, on en fait un printemps, mais le printemps, c'est hiver, c'est comme moins 15, c'est chaud, là. Puis on s'en va 80 000 sans arrêt vers le nord sur un sentier sur le fleuve Mackenzie qui, à ce point-ci, est 2 km de large. C'était glacé, évidemment, mais je veux dire. Et on arrive dans un encampement où il y avait des chiens sauvages, il y avait des enfants, il y avait son épouse, une femme, il y avait son partenaire de chasse. J'ai vécu là 2 mois, puis eux, quand je dis que tu vois des personnes qui étaient complètement maîtres, j'ai vu comment ils maîtrisaient tout. Des personnes qui maîtrisaient les choses au point, c'est difficile à expliquer. Par exemple, on était sur la rive du fleuve Mackenzie, un jour, je répète, au nord du cercle arctique, 2 km de large, plus grand que le Saint-Laurent, OK? Puis il dit, oh, regarde, tu vois, c'est Jean-Pierre. J'invente le nom, c'était pas Jean-Pierre. Il dit, c'est Jean-Pierre. Je dis, où? Là, tu le vois pas. L'autre bord du rive, l'autre rive. Je dis, tu fous. C'est 2 km de distance, j'ai dit. Là, je regarde, je fais tous les efforts. Là, je vois une petite chose, c'est comme un petit insecte quasiment bouger sur la rive. Ouais, tu dis, le bonhomme qui s'en va vers... Il dit, oui, c'est Jean-Pierre. J'ai dit, je vois une petite chose comme une puce là, qui s'avance. Il dit, comment tu sais que c'est Jean-Pierre? Il dit, tu vois pas, toi? J'ai dit, non, je vois pas. Lui, il était autant émerveillé par le fait que j'étais aveugle et incapable de voir que moi, j'étais émerveillé par le fait que lui voyait. Mais après 2 mois, j'étais capable de voir. Alors, je comprends. Tu sais, quand je dis que ces personnes étaient maîtres, c'était pas un orgueil, c'était pas l'arrogance. Ces personnes avaient acquis les talents, littéralement au niveau quasiment métabolique pour résister au froid, pour résister à la peur, à la crainte, à la solitude.
et de lire l'environnement dans lequel il vivait, de voir des choses que moi je voyais pas, je voyais rien. On marchait puis il me disait regarde, regarde, regarde. Je voyais rien. Comme dans Tutor avec les Sekeni. Mais j'ai appris lentement et j'ai appris aussi que l'environnement, en fait, peut nous conditionner, peut-être de façon involontaire, parce que c'est pas un talent. Personne ne peut t'enseigner comment regarder, puis trouver, puis voir Jean-Pierre. Tu peux pas. Il n'y a pas de leçon. Pour lui, c'est juste comme nous, on voit, où on met les pantalons sur les pattes le matin, puis on pense pas. C'est comme ça pour lui. C'est naturel de voir. Comme j'ai dit, il était émerveillé. Alors, j'ai eu cette expérience de voir, puis connaître des personnes, même des chamans, qui étaient vraiment pas authentiques, c'est pas le bon mot, mais qui étaient vraiment en contrôle de leur propre vie. Puis là, moi, j'étais témoin de comment ça a été enlevé, ce contrôle, et les conséquences néfastes de quand on enlève le contrôle. Puis qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils ont enlevé l'espoir. Ils ont enlevé l'espoir pour le futur. Soudainement, ces personnes, toute leur connaissance, toute leur maîtrise de l'environnement, tout leur respect pour les animaux, toute leur mythologie qui servait à alimenter un point de vue, on va dire, sur le monde, étaient des objets de musée. Tu sais? C'était des curiosités pour nous, les Blancs. Et moi, j'étais l'homme de pointe. Involontairement, je ne me sentais pas comme agent du gouvernement national ou d'une entreprise pétrolière, mais en fait, pour eux, c'était inévitable qu'ils me voient comme ça. J'étais un des premiers Blancs qui arrivent parmi eux pour effectivement les étudier, donc confirmer ce qu'ils soupçonnaient, qu'ils étaient devenus non pertinents dans le monde d'actualité, parce que par exemple, quand un avion du gouvernement, le ministère des Affaires indiennes, à l'époque, ça s'appelait, débarquait, puis là, il voulait parler au chef, s'il me voyait, il venait me parler à moi. Moi, j'étais un homme blanc et j'étais l'expert. Moi, je me cachais. J'ai appris à me cacher. Parce que je voulais pas, par manque de respect. Donc, pour le respect, je voulais dire, je voulais pas manquer de respect en étant la personne qui faisait le guide blanc, tous les étrangers blancs. Tu sais? Parce que, comme j'ai dit, ça confirmait tout simplement leur, leur désespoir. Et c'était ça qu'ils ressentaient. Oh, il n'y avait pas beaucoup de blancs, c'était pas arrivé au point qu'ils avaient tout perdu, mais déjà, les jeunes ne voulaient rien savoir de la langue, ils ne voulaient plus parler la langue du tout, par exemple, ils ne voulaient pas apprendre. Et pire que les personnes plus âgées, ils ne voulaient plus leur enseigner l'ancien système. Alors, c'était ma fortune et mauvaise fortune. Bonne fortune dans le sens qu'ils voulaient, au moins, on va t'enseigner des choses parce qu'au moins toi, tu es intéressé, tu nous respectes. Alors, ils me parlaient des choses, des chamanismes, des animaux, avec un ton de regret. C'était un peu triste, dans un certain sens, non? Mais j'apprenais beaucoup de choses. Et j'apprenais surtout, ça semble, je ne veux pas être arrogant, mais j'ai appris un peu à respecter les personnes. Surtout que beaucoup de personnes disent que je suis très arrogant parce que je suis décisif, dans un certain sens. Je ne suis pas gêné, de nature. Et donc, j'ai appris à respecter, justement, qu'il y avait toujours... Écoutez, j'ai eu justement, je viens d'un milieu relativement privilégié. Puis là, j'arrive, puis là, soudainement, je suis un enfant. Je renais dans un certain sens. Je dois apprendre à zéro comment me comporter, comment penser le monde, comment agir dans le monde, parce que je ne savais rien. Je ne pouvais pas couper le bois, je ne pouvais pas chasser, je ne savais rien. Alors, j'ai vécu 2 mois avec eux, je suis revenu et retourné, et donc j'étais un peu armé, disons, pour les Saguenay, mais je n'étais pas armé pour le désespoir que j'ai vu parmi les Saguenay du Sud, les victimes du barrage. Alors, après 1 an, je suis remonté dans le Nord, mais j'étais déjà un peu découragé. Mais j'ai vécu 1 an avec le groupe du Nord qui, eux, n'étaient pas victimes du barrage. Là, je suis rentré à Toronto, j'ai écrit ma thèse comme telle, et j'étais content de moi-même, parce que quand même, j'ai découvert certaines choses que je considérais très importantes pour l'anthropologie. Par exemple, et j'avoue, j'étais un peu fier de ça. Par mes études, j'ai su comprendre, parce qu'à l'époque, on parlait souvent des bandes, des tribus, puis on tentait de les distinguer, tous les deux. Puis il y avait une genre de convention que les tribus sont des groupes qui possèdent des totems, des systèmes claniques. Okay? Les bandes, c'est bien connu, n'ont pas de système clanique. Les Sekeni sont le seul groupe au monde où c'était documenté historiquement
un passage entre une organisation sociale de bande à une organisation clanique. Puis ils ont adopté cette organisation clanique en 1870. Puis ils l'ont conservé, ils l'ont utilisé, c'est documenté, pour une vingtaine d'années. Puis c'est disparu. Et quand j'étais là, je leur demandais, mais est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est arrivé au clan de X ou au clan d'Y? Est-ce que vous connaissez ces choses des animaux, les totems ou les maîtres animaux? Ben, oui, on a des maîtres animaux, mais c'est individuel. Ils connaissaient pas ils savaient c'était quoi des clans. Leurs voisins, les carriers, non? Au sud puis à l'ouest, puis les Chimchin, qui s'appellent, Kitsan, c'est juste l'autre bord de la montagne, on pourrait dire, ont des clans. Ils savent très bien c'est quoi des clans. Ils connaissent le mot. Non, on n'a rien de ça. Ils avaient complètement oublié. Ben, le fait que j'ai pu reconstruire comment et pourquoi ils ont adopté, et donc je pense que je comprenais le passage de bande à tribu, comment une bande peut devenir une tribu sur un chemin évolutif. Et donc, je pensais que c'était une des grandes contributions. L'autre chose que j'avais faite dans ma thèse, c'était un peu plus, on pourrait dire, banal dans un sens, mais j'étais toujours confronté par le désir de créer un nouveau monde. Tu sais, dans les années 60 et 70, pas vraiment les années 50, c'était l'époque où je fleurissais moi, en Nouvelle-Guinée, puis en Océanie, il y avait ce qu'on appelait les mouvements de cargaison. Les mouvements de cargaison, c'est souvent des mouvements millénaristes aussi. Puis il y en avait un en particulier, le John Frum. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais John Frum, c'était un nom inventé. Ben, tu sais, souvent, qu'est-ce qui est arrivé? Souvent, on dit, la théorie standard, c'est que ces personnes avaient été déséquilibrées par l'arrivée des Blancs. Parce que les Blancs étaient plus riches qu'eux, puis apparemment, ils ne travaillaient pas. C'est des richesses qui débarquaient des avions, non? Et des bateaux. Alors, on a tous vu ces images, ces photos fameuses. Ils ont construit une tour de contrôle avec un radar en bambou pour imiter. Ou ils se sont habillés dans des faux uniformes, puis faisaient des parades avec des fusils en bois pour imiter les Blancs. Puis on dit, non, regardez, c'est stupide, ces idiots. Mais le fait que ces personnes, quand tu leur parlais, puis moi, je ne l'ai pas fait, évidemment, mais j'ai connu Ken Burridge. Ken Burridge travaillait avec moi, ou j'ai travaillé avec lui plutôt à UBC pendant 2 ans de temps, puis on était devenus un peu amis. Puis je le respectais énormément. Puis lui avait écrit un livre qui était fondamental pour moi, c'était New Heaven, New Earth. New Heaven, New Earth, puis il dit, il a parlé à ces personnes, il a étudié ces groupes-là, puis c'était pas seulement des photographies, les sauvages stupides, les primitifs, qui savent pas vraiment c'est quoi un avion, donc ils vont construire un avion en bambou, puis un tour de contrôle en bambou, ça c'est stupide. Il a parlé à ces personnes. Et qu'est-ce que lui a proposé? Il dit, quand on détruit un ancien monde, on laisse un vide. Puis dans le vide, il faut construire un nouveau monde. Mais on ne sait pas quel monde construire. Alors, lui disait, il y a des personnes qui s'inspirent de la Bible, puis ils vont interpréter la Bible, qui ont appris les missionnaires, puis ils vont proposer des visions, on va dire, utopiques, bibliques. D'autres s'inspirent de John Frum, apparemment un soldat américain noir. Et c'est important parce que, tu sais, il voyait que les Noirs étaient plus ou moins l'égal des Blancs dans l'armée américaine, comparé à eux vis-à-vis des Anglais, les Allemands et puis les Australiens, où c'était eux des Noirs de 2e degré de qualité. En tout cas, alors d'autres vont avoir des visions utopiques où c'est la richesse, le paradis des cochons, on pourrait dire, tu sais, l'argent va tomber du ciel. D'autres, Jésus-Christ va revenir, tu sais. Autrement dit, il y a une expérimentation de l'imaginaire. C'est comme tu jettes, comme on dit, un plat de spaghetti de pâte vers le mur, puis tu vas voir qu'est-ce qui va coller. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut fonctionner. Dans un nouveau monde, non? New Heaven, New Earth, qui est une expression de la Bible à propos, tu ne sais pas qu'est-ce qui va fonctionner. Tu ne sais pas où investir ton énergie psychique, culturelle, dans un sens. Comment inventer une nouvelle culture? Alors, j'arrive chez les Sakeni, puis c'est ça, ils sont en désespoir. Leur ancienne culture, qui ont vécu pendant je ne veux pas exagérer cette idée romantique, des milliers d'années touchées, mais on va dire des centaines d'années au moins, où ils étaient maîtres chez eux, soudainement est complètement dévalorisé, mais où chercher des réponses? Mais ils le disaient, c'est ça que Turner disait, il faut écouter. Ils étaient très violents. Alors, c'était très tentant de penser que la violence, par exemple, c'était juste un signe de désintégration de l'ordre social déjà établi. Et alors, on retourne à une condition
de Hobbes, non? La guerre de tout contre tout. Autrement dit, tu enlèves la culture, tu es un sauvage. Non? C'est seulement la culture qui nous empêche de nous entretuer. Cette vision très négative, un peu arrogante et peut-être impérialiste de l'être humain. Alors, c'est très tentant de voir la violence, interpréter la violence. Mais là, j'ai commencé à faire une carte sociale. J'ai une carte, littéralement, la distance généalogique de qui était violent avec qui. J'ai découvert une chose que plus aurait été proche le rapport prétendu, plus était grand le degré de violence actuellement aujourd'hui. Donc, la plus grande violence était entre des frères, et puis entre hommes et épouses, ou époux-épouses, et puis après des partenaires. Il y avait comme des cercles concentriques qui se projetaient, tu pouvais projeter cette carte, si on veut, cette image, sur une carte de parenté. Puis plus ou moins, ça correspondait. Puis il me disait, fin de compte, toute ma contribution, ça venait d'eux. Tu dois détruire le vieux avant de comprendre le nouveau. Non? Alors, il détruisait activement. Évidemment, il y a des théories puis des personnes qui vont dire « Ben oui, c'était Soulon. » Et comment tu peux dire que c'est comme tu vas glorifier la violence en l'excusant qu'il y avait une théorie très sophistiquée, très développée ici. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient dans un certain sens. Ils savaient que leur culture actuelle ne fonctionnait pas. Les animaux les avaient abandonnés. Ils devaient tout détruire les rapports qui étaient... Les rapports traditionnels étaient véhiculés, comme Foucault dit à propos d'autres choses, dans un autre contexte. Les rapports ne sont pas enseignés, sont véhiculés par des instances d'agir, de vivre ensemble dans d'autres domaines. Alors, tu vas parler à une personne, il y a un sous-texte de pouvoir. Tu vas partager une partie de chasse ensemble, il y a un sous-texte de pouvoir, il y a une hiérarchie implicite, même si ce n'est pas transmis. Puis alors, qu'est-ce qui se transmet, évidemment, dans ce sens-là? C'est tout un système social, même si personne... Il n'y a pas de comité qui va s'asseoir puis enseigner formellement qu'est-ce que c'est. Mais eux le savaient. Ils savaient donc, les véhicules pour transmettre le vieux étaient toujours plus ou moins intacts dans l'agir. Alors, ils brisaient dans un sens très, très bizarre, et même peut-être parfois même ironique, même s'il y avait de la souffrance humaine dans ça, il s'engageait à détruire l'ancien système pour ériger un nouveau système. Puis, je sais, non seulement il le disait, il tentait avec des utopies, proposait des utopies, des choses. On va tous devenir communistes, on va retourner dans la forêt, on va tous tuer les Blancs, on va vivre en harmonie avec les animaux. Et c'était exactement comme avait prévu, dans un sens, Burridge, qui ne savait rien des Autochtones, là, je veux dire. Et ça, c'était très révélateur. Alors, ma thèse était un peu sur ce processus de destruction et de construction. Hein? Et qu'est-ce qui était détruit, dans un certain sens, c'est là que j'ai appris du système clanique. C'était un type d'organisation sociale, parce que le système clanique qu'ils avaient hérité était matrilinéaire. Puis ils avaient encore des touches de matrilinéarité dans leur système de parenté actuel. Mais en tout cas, j'ai écrit ça, puis j'ai fait ma thèse, puis là, j'ai commencé à travailler, comme j'ai dit, comme professeur à contrat. Puis là, après 3 ans de professeur à contrat, je travaillais continuellement pour enseigner, pour survivre. Mais j'accumulais des manuscrits, mais je ne réussissais jamais à finir les manuscrits. Puis là, finalement, je prends une année de congé pour écrire. Je vivais de mes épargnes, exploitant aussi mon frère et ma sœur. Et là, je reçois un coup de téléphone d'un copain en Italie qui vient enseigner en Italie. Je dis « Ouais, sure. » Et 2 mois plus tard, je reçois un coup de téléphone de l'Université de Lecce. Il dit « Viens, la semaine prochaine. Tu commences la semaine prochaine. » Je dis « Quoi? » À faire quoi? Enseigner l'anglais. Ah, OK. Alors, je ne suis pas arrivé dans une semaine, je suis arrivé dans 2 semaines quand même. Je débarque. La directrice, en fait, du département me rencontre à la station de train, à Lecce. J'ai pris le train de Rome. Et j'arrive là, j'ai pas un mot d'italien, rien. Je commence à travailler. Je ne parle pas italien. C'est correct, tu enseignes l'anglais, tu n'es pas censé parler italien. J'ai toutes sortes d'aventures, disons. Je pensais rester là 6 mois, honnêtement. Et la motivation, c'était pas seulement le sens de l'aventure. C'est un accident, mais aussi j'étais fatigué des Autochtones. Pas fatigué. Pour moi, j'étais arrivé au bout de mon voyage intellectuel avec eux. J'avais compris certaines choses, mais je ne pouvais pas comprendre plus, je pensais.
Puis une chose qui me troublait toujours, c'est toujours cette notion de communauté, communauté, communauté. Et qu'est-ce que j'avais découvert en écrivant ma thèse, puis travaillant, pensant, éventuellement ça aboutit dans d'autres publications sur les Autochtones, c'est comment on construit la communauté sans gouvernement. Non? Ils n'ont aucun sens de l'histoire ni de gouvernement. Alors, quand j'ai eu cette opportunité d'aller en Italie, je dis, mais là, il y a l'hyper-gouvernement. Tu sais, je veux dire, je vais étudier, les États ont tout un autre système de fonctionner pour créer une communauté, puis la communauté, forcément, est oppressive comparée à la communauté fragile des peuples autochtones. Donc, ça va être bien de vivre et de faire de recherche en Italie, d'apprendre une autre culture, dans un certain sens, parce que ça va faire le contraste, va établir et fixer un peu mes idées, et réveiller un peu mes idées sur des sociétés sans État, pas pré-étatiques, mais non étatiques. Des sociétés essentiellement mythologiques, qui utilisent la mythologie vraiment pour construire des façons, pas seulement de penser, mais d'agir. C'est pas seulement des croyances religieuses là, ou des choses, des légendes. En tout cas, j'arrive là, et là, je suis tombé en amour avec l'Italie, puis j'ai fini par vivre là 12 ans quasiment, plutôt que 6 mois. Okay?